Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, encore une fois, merci de votre fidélité, merci surtout de votre patience pour ce programme que nous proposons aujourd'hui. 30 juin 1960, 30 juin 2014, cela fait exactement 54 ans que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Nous sommes donc devenus un pays indépendant. Aujourd'hui, les témoins, les acteurs principaux commencent à disparaître progressivement. Les pères de l'indépendance, pour ceux qui étaient encore en vie, on vient d'accompagner les tout derniers. J'ai cité Justin Marie Bomboko dans l'au-delà, il n'y a pas longtemps. Mais il y avait quand même de la mémoire qu'il faut nourrir pour que nous comprenions le sens de l'indépendance, mais le combat que le peuple congolais mène depuis ce jour-là. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement parmi les tout derniers pays dans le monde en termes de développement humain. Nous étions appelés à un grand avenir, mais aujourd'hui nous avons des grandes difficultés. Mais l'espoir fait vivre et nous allons essayer d'entraîner cet espoir avec l'invité d'aujourd'hui. Je ne suis donc pas seul pour interroger notre invité que vous allez découvrir. Je suis avec Innocent qui est de Global TV. Bonjour Innocent. Bonjour Rudy, merci de m'associer à cette interview. Merci donc. Nous recevons avec beaucoup de joie Madame Catherine Nzuzu-Ambombo, qu'on ne présente plus parce que c'est une dame qu'on appelle dame de fer. Et depuis les développements des nouvelles technologies de la communication, on l'appelle aujourd'hui Queen Lady. C'est avec plaisir que je vous salue et vous remercie d'accepter encore une fois d'édifier notre nation et surtout les jeunes qui n'étaient pas là en 60 et ceux qui étaient là et qui n'ont rien compris. Madame Zouzi, en 1960, quand nous étions devenus indépendants, vous étiez où exactement ce jour-là? En 60, d'abord je te remercie pour la visite. Comme d'habitude, tu me surprends. Tu aimes bien me faire parler, même quand je me résigne de le faire. Mais en 1960, j'étais encore très jeune, je n'avais que 16 ans. J'étais à Kananga, le Luabour à l'époque. Nous avons suivi les événements, nous avons vécu tout ce qui s'est passé. C'était vraiment un moment qu'on ne peut pas oublier. Vous étiez donc quand même suffisamment formé pour comprendre que le pays changeait. Et il y a quelques jours, vous avez publié un texte qui a fait le tour du monde. Un texte dans lequel vous évoquiez le souvenir de votre père, qui fut le premier bourgmestre, je crois, de la ville de Luabour à l'époque Kananga, aujourd'hui Kananga. Et le témoignage que vous en avez fait a tellement bougé la toile que j'ai suis tenté de vous demander de nous dire pourquoi seulement maintenant. Qu'est-ce qui a déclenché en vous ces souvenirs, en même temps douloureux mais en même temps fascinants? Zouzi Emmanuel fut mon grand frère, même père, même mère. Et c'est lui qui a été déporté à Bakwanga avec les Lengesa, les Muzungu. C'est lui qui fut le secrétaire général du MNC Lumumba, qui a été tué avec les autres martyrs que nous connaissons. Tandis que mon père, c'est Zouzi Henri, et c'est lui qui fut élu bourgmestre en 1958. Il était également, d'abord il était dans le domaine médical, infirmier médical, assistant médical. Il a été même jusqu'à Kisantu ici. Après, il fut élu bourgmestre de la commune d'Endesha à Luabour. Luabour, c'était la province. Et il fut également sénateur dans le gouvernement de la première législature. Oui, on va rester dans le même volet pour évoquer ce passé. Mais on a comme l'impression que à cette époque-là, déjà, il y avait un certain développement parce qu'on a enregistré parmi les éléments pour revenir sur le texte qui a fait le tour du monde. Donc cette facilité pour amener des véhicules jusqu'à l'intérieur du pays. Comment vous expliquez cela? Bon, vous savez que c'est l'homme qui doit forger son destin. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet pour leur vie.
lorsque vous avez les projets pour votre vie, lorsque vous avez des ambitions pour votre vie plutôt, vous allez vous doter de l'énergie nécessaire pour soit accepter les sacrifices qui vont vous permettre d'atteindre le but. Donc moi j'ai eu cette chance-là d'être né dans une famille où un père avait des objectifs. Il voulait, d'abord, ils étaient dans ce qu'on appelait la 4e catégorie des évolués. Ça veut dire des gens qui étaient par rapport aux autres déjà mieux. On avait tout le temps les visites des étrangers à la maison, des Blancs, des Belges qui venaient chez nous. J'ai toujours été plus près de mon père, tout en étant fille, ce qui est un peu paradoxal. Oui. C'est peut-être à cause de cela qu'il m'a contaminé de faire la politique. Je le voyais comment il manœuvrait, je le voyais comment il préparait sa campagne. Parce que dites-vous que quand les Belges ont voulu essayer pour voir comment les Noirs allaient réagir par rapport à la démocratie en organisant les élections, ben, ils ont fait les campagnes électorales. Ce n'était pas de nomination. C'était à l'issue d'une campagne électorale dans la commune, dans la ville, que finalement les gens ont voté, l'ont élu. Donc tout ça, j'ai vraiment ce souvenir-là, parce que je voyais comment il recevait des notables, comment il recevait comment on les appelle, les différents acteurs de la vie nationale, les politiciens. Il était également président de l'association Loulou Frères. Donc c'était ça sa base politique qu'il organisait pour justement arriver à ce but-là. Et il me le disait toujours. Donc si vous n'avez pas des ambitions dans la vie, vous ne ferez rien. Ce sont vos ambitions qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'avoir une ligne de conduite. Je vais vous citer aussi, vous donner aussi un exemple, vous parler de moi-même. Je n'aime pas beaucoup le faire, mais parce que ça vient, c'est un témoignage, je vous l'ai dit. Ma mère était directrice de foyer social. Et chaque fois, après les après-midi, il y a une femme, mademoiselle Émilie, j'ai toujours gardé les noms, qui avait une petite voiture, les petites voitures Fiat là. Eh bien, elle venait avec maman à la maison. Parfois, on me prenait, on partait chez elle. Elle habitait à Limon-Kassaï. Je le voyais avec son appartement, un frigo dans son salon, avec un domestique qui portait une tenue avec les choses, comment dirais-je? Oui. Alors, je demande à maman, mais maman, c'est qui son mari? Maman me dit, non, elle n'est pas mariée. Elle est consacrée, elle est comme les religieuses. Moi, les religieuses, je la vois porter des robes. Elle n'a pas les habits des religieuses. Elle dit, oui, il y a aussi des personnes qui sont comme ça, qui se consacrent à Dieu, tout en étant civile. Elle est comme ça, elle n'est pas mariée. Moi, je dis, mais je vois qu'elle a une voiture, et la maison, c'est à qui? Je dis, mais c'est à elle. Même le frigo, là, le frigo, là, elle travaille. Elle dit, mais oui. Mais une femme aussi, si elle travaille. Elle peut s'acheter un frigo, elle peut. Et elle avait dans la maison, dans sa maison, elle avait des salons en rotin. Donc, vous voyez, si tu viens chez moi, tu me trouveras toujours avec des salons en rotin. Ça vient de très loin. Je me suis dit, moi aussi, dans ma vie, je dois faire un effort. Je dois aussi avoir un frigo. Oui, je dois aussi avoir ma maison. Je dois aussi avoir un frigo avec un travailleur, une femme. Ah, moi aussi, je dois vraiment travailler et aussi avoir aussi un travailleur qui nous sert comme ça. Alors que nous avions des travailleurs à la maison. J'ai trouvé normal parce que c'était papa, un homme. Mais maintenant, je vais, on me montre que c'est chez une femme. On dit qu'il a sa maison, qu'il a un frigo. Il a des salons, des beaux salons avec des coussins, des rotins. Moi, je dis non, moi aussi, je dois avoir ça. Donc, c'est depuis lors que j'ai dans ma tête que moi, dans ma vie, je dois faire ça. Et je l'ai concrétisé comment? À l'âge de 22 ans. J'ai construit ma première maison à 22 ans. Ma première villa. Je n'avais pas les moyens. J'avais la petite voiture Simca. J'allais à Makelele ici. Je m'attendais avec les chauffeurs à 6 h du matin. On mettait le sable dans les sacs
et on mettait les sacs dans le coffre de ma voiture. J'avais une couverture que je mettais sur le siège arrière pour entasser les sacs. Je faisais 3-4 voyages avant d'aller me laver pour aller au bureau avec un maçon et un boy maçon. Vous voyez que comment je me suis lancée. Donc c'est l'homme qui force sa vie, c'est l'homme qui force son destin. Ce qui nous permet, vous avez cité quelque chose d'important et je crois que nous allons rester un tout petit peu quelques minutes sur la question de la femme. 54 ans après l'indépendance, quand vous regardez le combat de la femme congolaise, parce que vous êtes un modèle, mais je peux dire une exception, il y en a certainement d'autres qui ont émergé, mais est-ce que quand vous regardez notre histoire et les rôles qu'aurait pu jouer ou qu'on a fait jouer à la femme congolaise durant 54 ans, quelle est votre lecture? Bon, il y a deux manières d'analyser la chose. C'est vrai, les femmes, nous nous plaignons du fait que les Belges avaient plus donné priorité aux hommes pour l'éducation. C'est comme ça que parmi les premiers lauréats que nous avons eus à l'indépendance, c'était des hommes, les Thomas Kanza, etc., etc. Mais on a quand même eu la chance, comme je te dis, que c'est toujours l'homme qui doit forger son destin. Papa Kanza avait aussi les mêmes ambitions comme mon père. Moi, je n'ai pas été élevée dans notre famille comme une fille. On nous donnait les mêmes objectifs, on nous donnait le même courage que les garçons. Et c'est comme ça que vous avez Papa Kanza qui a envoyé Sophie jusqu'à l'université, et c'est elle qui est la première universitaire femme. Donc il y a toujours des exceptions comme vous dites. Et les femmes sont venues en arrière, c'est vrai, mais je dois quand même reconnaître une chose, que les Congolaises sont très courageuses. Les Congolaises sont très courageuses. Je prends le seul volet de la vie, dans la ville de Kinshasa ici, les 3/4 des ménages sont tenus par les femmes. Ça, j'ai des statistiques, je peux les témoigner. Elles sont dans l'informel. L'informel, c'est plus les femmes qui payent les études des enfants. Vous connaissez qu'on a un problème d'emploi dans notre pays. Mais ce sont les femmes qui se débrouillent pour nourrir les enfants et pour envoyer les enfants à l'école. C'est ça la base même de la vie. Parce que ça nous évite d'avoir de sérieux problèmes qui auraient dû pousser les gens à se révolter ailleurs par manque de moyens. Mais ce sont les femmes qui contiennent ces tensions-là dans leur foyer pour avoir eu le courage de se réveiller à 5 h du matin, aller chercher le pain, se réveiller à 5 h du matin, aller au but, ça permet à l'homme d'être quand même calme. Il rentre, il a tourné sans avoir trouvé du travail, mais il trouve quand même qu'il y a son foufou qu'il attend avec un morceau de chikwang. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Au plan politique, c'est vrai, nous sommes parmi les premières qui ont comment dirais-je, qui ont bénéficié du mouvement de l'émancipation de la femme lancé par le président Mobutu. Il faut dire aussi qu'il y a les coutumes qui empêchent les femmes à progresser. Nous qui avions accepté, on ne vous dira pas qu'on n'a pas connu des problèmes. Il y en a qui avaient connu les problèmes dans les ménages. Parce que nos hommes étaient habitués à avoir une femme à la maison. Tout d'un coup, vous allez dans une manifestation, vous voyez qu'on est en train de rendre les hommages à une femme, alors vous êtes là et tout. Bon, eux sont des hommes qui ont soutenu leurs femmes dans cet effort-là. Donc, il fallait montrer des preuves qu'une femme mise dans une situation normale de produire, mise en confiance, elle peut aussi produire. C'est ce que nous avons fait. Partout où je suis passée, ce n'était pas comme les gens peuvent penser que c'était facile. Et travailler avec un chef comme le président Mobutu qui était très exigeant au plan professionnel. C'est un homme qui n'a jamais aimé la médiocrité. C'est un homme qui n'a jamais aimé la légèreté dans le travail. C'est un homme qui aimait la rigueur et l'excellence. Donc il fallait tout faire comme les hommes pour se
pour avoir la possibilité d'obtenir, de retenir son attention, parce que c'est à travers votre savoir-faire qu'un chef peut se dire que c'est tel collaborateur ou collaboratrice vaut la peine à travers des réunions, comment vous préparez vos réunions, comment vous faites vos interventions, comment vous faites vos meetings, est-ce que vous êtes plus près de la population, est-ce que vous défendez, comment dirais-je, l'honneur, est-ce que vous méritez la confiance, tout ça, c'est toujours la personne, que vous soyez femme ou homme, vous devez vous investir pour le faire. Je reconnais qu'il y a les efforts à faire. Les femmes ont souvent peur. Je prends l'exemple, lorsqu'il y a eu l'entrée de l'AFDEL ici, la plupart étaient partis à l'étranger. Bon, je leur donne raison parce que celles qui avaient accepté de rester ici ont connu pas mal de difficultés. Mais il faut savoir... il faut parfois accepter de souffrir pour s'affirmer dans la vie. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire que tout est rose, non. La vie est faite de difficultés, la vie est faite des épreuves qu'il faut chaque jour essayer de contourner, les nœuds qu'il faut démêler. Et si vous refusez cela, ben, ça veut dire que vous allez faire le truc là. Maman, c'est avant que Innocent ne continue, mais... Je suis un peu subjugué, vous êtes devenu philosophe là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle sagesse, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je sais que vous êtes une combattante, mais là, je sens que vous avez atteint quand même un certain niveau de perception de la réalité particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'ai plus 30 ans, Willy. Là, je vous donne une certaine sagesse. Quand vous avez beaucoup d'enfants, une grande famille, les petits-enfants qui vous amènent aussi des problèmes, il faut résoudre chaque jour, ça vous donne la possibilité d'avoir, ça vous oblige d'avoir une vie des choses équilibrées pour ne pas... Mais à quoi vous êtes connecté pour ne pas être dépassé? Vous vous alimentez comment pour être apte à résoudre tous ces problèmes-là? Comment vous faites? Comment vous vous formez? Cette auto-formation vient d'où? Mais vous savez, moi j'aime bien découvrir. Hein. J'aime découvrir, j'aime apprendre à travers la télévision, à travers les documentaires, à travers la presse. Vous nous aidez beaucoup, la presse. Et chaque fois quand tu fais tes débats sur Télé 50, il m'arrive, parfois il m'a trouvé en train de m'énerver. Je dis non, l'autre journaliste là, il est vraiment extrémiste. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas. William, qu'est-ce qui se passe? Il aurait dû lui dire ceci. Donc, bref, vous nous aidez la possibilité. Vous êtes donc connecté, vous êtes bien informé. Il faut s'informer lorsqu'on est public. Sinon, vous risquez d'être dépassé par les événements. Sinon, vous risquez d'interpréter mal certaines choses qui arrivent et au pays et dans votre vie. Donc, c'était... Alors, moi, je voudrais revenir, Willy, sur cette actualité qui est l'indépendance de la République démocratique du Congo. Maman Zouzi, à entendre parler, cette question a déjà été posée, beaucoup de réponses également ont été données, mais on a comme l'impression que quand on regarde la marche de notre pays, on aimerait revenir sur la même question et pouvoir peut-être, est-ce que l'indépendance était une bonne chose pour la République démocratique du Congo? Bon, c'est une question fondamentale. Et jusqu'à aujourd'hui, les vues sont partagées. Il y en a qui disent on nous avait donné l'indépendance très tôt. Il y en a qui disent non, ce n'était pas très tôt, c'était le moment. Vous savez, moi je pense que je suis croyant. Les grands événements qui arrivent à une nation ne sont jamais le fait des hommes. Souvent, c'est que Dieu avait prévu qu'à ce moment-là, les pays africains, à partir des années 60, les pays africains devaient être libérés. Mais la manière de le faire, chez nous, c'est que, d'après ce que les historiens ont écrit, il y a plusieurs écrits là-dessus, parfois, qui se contredisent même. Il y a eu des Congolais qui sont partis à la table ronde justement pour préparer cet événement. Et à ce moment-là, il y avait Patrice Emery Lumumba qui n'était pas du nombre, qui n'était pas associé
parce qu'il était en prison à ce moment-là. Et les Congolais étaient solidaires. Les Congolais avaient exigé à ce que le Lumumba soit libéré et qu'il aille les rejoindre pour que ce soit une conférence inclusive. Donc vous voyez que ça vient de très loin, la recherche de l'inclusivité. Vous ne pouvez pas faire cavalier seul quand il s'agit d'une nation. Il faut partager la responsabilité. Et surtout, comme on dit, autant de têtes, autant d'idées. C'est comme ça qu'ils ont eu à décider de la date de l'indépendance, le mois de juin, pour que notre pays puisse accéder à sa souveraineté. Ils sont rentrés chez nous, il y a eu ce qu'il y a eu, ça veut dire que la grande messe avec le discours du 30 juin, où on a vu les deux personnalités du pays, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, se contredire pratiquement, du fait que on nous dit que le Premier ministre Lumumba, son discours n'était pas prévu au calendrier, au programme, mais lui aussi, d'après toujours les écritures, on dit que le président Kasavubu avait promis de montrer au gouvernement les projets de son discours pour qu'il puisse aussi donner d'autres idées et faire les amendements. Et comme cela n'avait pas été fait, le Premier ministre Lumumba, qui était quand même un homme assez aussi dynamique et de sang chaud, n'a pas préféré cela. Il a préféré préparer son discours, pas violent, mais il a dit ce qu'il fallait faire, sans mettre le président Kasavubu était un homme modéré. C'était deux personnalités différentes. Il a dit certaines choses que le président Kasavubu avait dit d'une manière, en mettant les gants, mais lui il a dit d'une manière crue. Bon, c'est ça que les gens ont reporté. Et c'est ça qui avait un peu déçu le roi et toute la délégation belge du fait qu'ils ont trouvé qu'ils ont été agressés à l'occasion de ces discours-là. Car cela ne tienne. Ce que nous devons également regretter, c'est que, en dehors du volet politique, le volet économique aurait dû suivre. Le volet économique dans la remise et reprise, ça n'a pas été fait. Ils prétendent que c'est à cause de cet événement. Il fallait qu'on dise que voilà ce qu'il y avait dans la banque centrale, il y avait autant, à l'étranger il y avait autant, il y avait la Gécamine à ce moment-là, qui était une très grande société qui produisait, c'était un État dans un État pratiquement. Tout cela n'a pas été fait, d'où le contentieux qui n'a jamais été vidé. Donc ça c'est la grande difficulté qu'on a connue. Au plan économique, il n'y a jamais eu une remise de reprise avec notre ancienne colonie. C'est ce qui pourrait expliquer effectivement des situations que nous regrettons aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas non plus... ça ne sera pas mentir que de dire que les anciennes colonies britanniques ont fait des remises et reprises avec leurs colonisateurs d'une manière très, très cool. Mamazouti, effectivement, ce que vous venez de dire est correct, mais d'aucuns pensent que ceci est dû au fait que nos leaders ont manqué, dans une certaine mesure, l'éducation à l'époque. Non, je ne pense pas. C'est un problème de volonté. Bon, ils ont manqué peut-être d'associer les économistes ou les financiers à ce processus, parce que dans une remise et reprise, lors de l'acceptation d'un pays à l'indépendance, c'est vrai, il doit y avoir les volets politiques, les grands dossiers qu'on doit expliquer, il doit y avoir aussi également les volets économiques, d'autant plus que nous sommes un pays qui avait beaucoup de moyens à l'époque. Il y avait même au plan agricole, toutes les grandes concessions qu'on avait, etc. On exportait de l'EVA, on exportait le caoutchouc, on exportait beaucoup de choses, mais nulle part cela a été signalé. Ce sont c'est après l'indépendance que les responsables qui étaient dans les différents gouvernements ont remarqué que bon, dans telle province on produisait ceci, on produisait cela. Donc ça veut dire que la passation des pouvoirs ne s'était pas faite d'une manière correcte. Évidemment, nous allons continuer cette émission sur l'indépendance. Vous avez évoqué un mot ici, vous avez parlé d'inclusivité.
Et je suis tenté de vous demander, est-ce que ce concept qui est recherché de manière permanente, chaque fois, depuis 60, nous passons même à la conférence nationale, nous revenons à Sun City, récemment aux concertations, ce mot revient constamment, comme si au Congo, la nature du pouvoir et la manière de le gérer passait bien par ce mot, qui est quand même incompatible avec la démocratie, qui fait qu'il y a une opposition et une majorité. Alors, quand vous regardez ces 54 ans d'exercice de notre vie politique, est-ce que c'est conciliable, la recherche permanente du consensus et la vie démocratique qui est faite de la majorité et de l'opposition? Mais tout à fait vrai. Nous ne devons pas oublier que chaque peuple a son histoire et ses coutumes. Et ce que je dis là est aussi valable sur un point très important. Je parle des relations de bon voisinage. Nous, chez nous, dans nos coutumes, nous disons qu'un voisin n'est pas un ami, c'est un frère. Parce que dans les difficultés, si ça vous arrive la nuit, c'est le voisin qui va vous assister. Peut-être que le frère habite loin, c'est le matin qu'on va lui dire que voilà ce qui s'est passé, mais nous avons été assistés par le voisin. Mais en démocratie, on va dire que non, les pays n'ont que des intérêts, ils n'ont pas, que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Donc vous voyez, il appartient aux dirigeants de faire le tri dans tout ça. L'arbre à palabre a toujours existé pendant nos traditions, et moi je pense que c'est sage de continuer à concilier ce qui est bon dans la vie démocratique avec ce qui a déjà fait preuve, ça veut dire l'inclusivité dans tout ce que nous faisons. Nous avons vu, comment dirais-je, moi j'ai beaucoup apprécié quand je lisais ce passage-là que les présidents Kasavubu et les autres Congolais avaient carrément refusé de siéger et exiger la présence de Lumumba à la table ronde. J'ai dit, mais c'était quand même sage. Donc vous voyez, le poids d'un pays, vous ne pouvez pas seulement dire que vous allez le partager avec les gens de votre majorité. Parce que vous-même, vous êtes le chef de la majorité et de la minorité qui n'a pas gagné les élections. Par conséquent, si vous voulez gérer bien le pays, vous devez tenir compte de tous ces contours-là, de tous ces paramètres-là. Que l'opposition ne soit pas brimée, que l'opposition ne soit pas, comment dirais-je, interdite. Il faut lui laisser le droit d'exercer, dans le respect de la loi, bien sûr, d'exercer son opposition, parce que c'est grâce à l'opposition qu'on peut on peut parfois vous démontrer que vous êtes dans l'erreur, parce que lorsqu'on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas toujours compte des erreurs qu'on peut commettre. Rares sont des chefs qui acceptent qu'on leur dise de vérité. Par conséquent, il va continuer comme ça s'il a des flatteurs autour de lui qui trouveront que tout est rose avec des cartes blanches impossibles. Donc, vous voyez, mais si l'opposition exerce le droit de faire son opposition, eh bien, vous allez vous rendre compte, ah, quand même, ce que j'ai fait là, c'est pas bien, on me critique, on dit ceci, je dois quand même faire attention. Donc, la recherche de l'inclusivité, même en démocratie, elle est nécessaire pour la paix sociale. Oui, mais cette question, et moi je voudrais rester là-dessus, mais la recherche de cette inclusivité, on a comme l'impression que c'est plutôt dans l'âme du Congolais qui n'arrive pas à comprendre. Est-ce que cela signifie-t-il qu'il y a une action toute différente qui pourrait finalement convaincre le politique congolais à s'en apercevoir, tel que vous l'expliquez? C'est pas aussi facile que vous le dites. Il faut comprendre que le Congolais est un peuple pacifique. Nous n'avons pas la violence dans nos traditions. Nous, les mamans, lorsque quand nous avons nos enfants, la première chose que nous leur disons, attention, ne touchez pas au sang. Le sang appelle la malchance. Attention, ne tuez pas. Quand tu tues même un bébé, ça c'est dans nos traditions. Et nous grandissons comme ça. Les Congolais n'est pas un peuple
un peuple violent, c'est un peuple pacifique. Donc, on doit toujours rechercher le consensus. Parce que par le consensus, par l'inclusivité, on peut régler certaines situations qui peuvent vous paraître difficiles, mais arriver à le faire justement à cause de cette approche-là. Moi, je ne pense pas que ce soit une faiblesse, non. Un homme qui recherche le consensus, qui recherche l'inclusivité, c'est un grand. Est-ce que, quand dans la même voie, dans le même principe, est-ce que ce n'est pas le fait, ce n'est pas qu'il y a une espèce d'hypocrisie finalement qui se décide et qu'il faut dire clairement que la démocratie ne nous a pas réussi? Non, moi je ne parlerai pas comme ça. Il y a des principes auxquels on doit toujours tenir compte. On a toujours dans ce pays fait recours à la géopolitique. Ça veut dire lorsque vous formez le gouvernement, nous avons 11 provinces. Vous devez faire de sorte que toutes les 11 provinces soient représentées. Si vous voulez vraiment avoir la paix, ce sont des principes qui peuvent vous paraître, pas seulement prendre vos courtisans. Si de votre côté, si vous prenez seulement les gens de la même province, mais vous serez critiqué. Votre autorité vous serez contestée. Vous n'allez pas bien gérer le pays. Mais si vous tenez compte de l'inclusivité, si vous tenez compte est-ce que toutes les provinces sont représentées, si vous tenez compte des grandes familles politiques dans ce pays, il y a des grandes familles politiques. Vous avez les lumumbistes, vous avez les mobutistes, vous avez les kabylistes. C'est ça l'inclusivité. Ce sont des choses qui peuvent vous paraître inutiles. Moi, j'ai évolué à côté d'un grand chef. Je le voyais faire les choses de cette manière-là. Justement, ces lois non écrites, parce que ces lois non écrites, ces principes non écrits font finalement que l'on décide en fonction d'eux et parfois contre ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est quoi? C'est la majorité qui gouverne, c'est ceux qui ont gagné les élections, qui ont l'impérium et qui gèrent. Alors, en même temps, Innocent a raison quand il dit que nous devons trouver le point de jonction entre ces deux pratiques. Parce que 54 ans après, quand nous voulons simplement appliquer les principes démocratiques, nous sommes butés à des impasses. Et quand nous voulons simplement appliquer nos traditions politiques, nous butons aussi à des impasses. Non. Moi, je pense, d'ailleurs, ceux qui nous ont appris la démocratie font quoi? Ils le font aussi. Nous avons vu en France. Est-ce que Sarkozy n'a pas travaillé avec des ministres socialistes? Nous avons, c'est le bon sens. La politique, c'est un art. Pour bien l'exercer, vous devez tenir compte de tous les contours et des aspects. Et ça, ce n'est pas dans les livres, c'est dans la sagesse. C'est dans la pratique. Et parlant de la sagesse, de la pratique, vous êtes aussi une femme d'affaires. Donc, oui. C'est vrai que depuis quelques années, vous avez décidé de vous consacrer quand même à vos affaires. Vous en avez beaucoup souffert, vous l'avez déjà dit dans plusieurs fois. Vous avez connu le pillage, vous avez connu une certaine spoliation. Et aujourd'hui, vous êtes en train, comme le phénix, de renaître de ses cendres. Mais des dettes impayées, bon. Voilà, tout ça. Vous êtes aussi parmi les gens qui réclament le paiement de la dette intérieure. Je crois que le Premier ministre nous entend, mais c'est notre travail aussi de rappeler ces choses. Mais les affaires, il y a quand même une sagesse. Parce que avoir fait votre parcours et tenir aujourd'hui, vous tenez quand même, vous survivez dans un contexte difficile. Comment vous voyez la question des affaires dans notre pays? Bon, la question des affaires de notre pays, c'est une question qui me rend triste. Parce que de plus en plus, nous n'avons pas la classe moyenne congolaise. Je prends l'exemple, nous avons plus de 40 banques. Aucune banque congolaise. Et ça, c'est triste. Pour un pays qui avait déjà connu, qui avait des banques congolaises, c'était un recul très important. Et vous savez que lorsque vous allez demander un crédit dans cette banque-là, et que la personne se rend compte que vous êtes dans le même
dans le même créneau qu'un des membres de sa communauté, vous n'aurez jamais ce crédit-là. Les affaires, on les fait avec les crédits des autres. Mais c'est ça la grande difficulté. L'émergence de la classe moyenne congolaise. Je suis contente que de plus en plus nos gouvernants en parlent, mais ça reste jusqu'à présent, ça reste au niveau des intentions. On ne descend pas. À l'époque, lorsqu'on allait à la NESA, c'était il y avait des Congolais, il y avait les Kisombe, il y avait les Dokolo, il y avait les Lusakivana, il y avait les Mbemba, il y avait les Petrus. C'est originaire de toutes les provinces de la République. Les Kansebou et tout ça. On sentait que l'économie était entre les mains des Congolais. Aujourd'hui, vous pouvez me citer combien de Congolais? En dehors de l'Edia, qui a une visibilité, quel autre Congolais fait de grandes choses. Ce n'est pas parce que les Congolais ne sont pas intelligents ou bien n'ont pas l'accord des affaires, mais c'est parce qu'elles ne sont pas mis dans les conditions où ils peuvent aussi montrer de quoi ils sont capables. On a parlé de la dette intérieure. La dette intérieure des Congolais n'est pas encore payée. Or, si on paye cette dette, quel est ce Congolais qui va aller investir à l'étranger et négliger son pays? Ça va nous permettre d'engager les Congolais, de faire l'expansion de nos affaires. Ça va nous permettre de payer plus de taxes. Ça va booster notre économie. Mais ça a été décidé aux concertations. Jusqu'à aujourd'hui, on court toujours derrière. Donc, l'État congolais doit comprendre qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous ne pouvons pas refuser qu'il y ait des étrangers dans notre pays, non. Nous avons besoin des étrangers dans notre pays, mais que les étrangers s'investissent dans les secteurs de production. Mais dans les autres secteurs, qu'on donne aux Congolais la possibilité d'émerger aussi. Willy, c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse. Regardez le 30 juin. Mais le 30 juin, j'ai appris que toutes les commandes qu'on a données pour l'armée, pour la police et tout ça, on a donné à un seul expatrié. Aucun Congolais, nous, on n'a pas été contactés. Mais c'est terrible ça. Ça vous crée des frustrations, vous dites, bon, on l'a déjà dit une fois, il ne faut pas non plus agacer les gens à chaque fois se plaindre. Mais c'est dommage. C'est dommage, madame. Il me semble la dernière question avant que je ne clôture. Oui, très bien. Alors, on va rester dans le volet affaires. Mama Zouzi, une chose est de dénoncer, mais une autre, c'est de faire des propositions concrètes. Mais qu'est-ce que font les investisseurs congolais pour booster justement cette question? Vraiment, tu penses vraiment que les investisseurs congolais ne font pas de propositions? Nous faisons les propositions, mais ça n'intéresse personne. C'est ça la réalité des choses. Ça n'intéresse personne. Les Congolais n'ont pas confiance aux Congolais. Et c'est un tort. Nous devons nous faire mutuellement confiance parce que c'est notre pays. Si on fait confiance aux Congolais et que les Congolais ne respectent pas la parole, là, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais on ne se fait pas confiance. Pourquoi on a tendance de donner plus, comment dirais-je, plus de droits aux expatriés qu'aux Congolais? Et ça crée des frustrations, ce n'est pas bon. Est-ce que, parce qu'on apprend, nous, notre travail, c'est de dénoncer, nous sommes journalistes, nous en parlons, mais il semble aussi que c'est parce que les Congolais, les investisseurs congolais, ne sont toujours pas coopératifs lorsqu'il s'agit de la passation des marchés. Qu'est-ce que tu attends par ne pas être coopératif? Ça veut dire qu'il y a quand même certaines conditionnalités qui sont exigées et que, pour la plupart des cas, les Congolais et les investisseurs congolais... Mais ce n'est pas vrai. Il faut appeler les chats par son nom. Tu vas le dire peut-être... tu vas dire cela à un apprenti, mais à un vrai homme d'affaires, il sait que lorsqu'on fait les affaires, on fait les affaires. Tout est dit, hein? Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires. À moins de ne pas être un initié. Mais on ne vous fait pas confiance. Alors, voilà. Nous sommes arrivés, malheureusement, vous avez compris, ça allait trop vite à la fin de cette émission. Nous allons demander à Maman Zouzi, peut-être que j'ai compris que le message de ce 30 juin qui a été produit par cette interaction, c'est peut-être le mot confiance. Et j'aimerais, si elle est d'accord avec moi, si elle a compris comme moi,
ce que j'ai compris d'elle, qu'elle puisse conclure cette émission en nous parlant de la confiance exigeante, de la confiance qui doit exister entre nous, les Congolais, parce que cet anniversaire d'indépendance devrait peut-être être le début de cet effort que nous pourrons faire ensemble pour nous faire mutuellement confiance. Comment vous avez la conclusion? Bon, moi je voudrais d'abord profiter de cet anniversaire pour adresser mes félicitations à tous les Congolais et surtout je voudrais avoir une pensée à tous nos anciens qui s'étaient battus pour cette indépendance avant de l'avoir et après de l'avoir. Nous avons des martyrs, on n'a pas besoin de les citer parce qu'on les connaît. Je voudrais vraiment demander au Seigneur de leur donner une paix paisible. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. J'ai l'impression que depuis qu'ils sont partis, ils nous ont tourné les dos. Mais j'aimerais bien quand même qu'ils nous regardent et qu'ils nous aident à ce que ce pays, ce beau pays, puisse devenir selon les ambitions qu'ils avaient, un grand pays au cœur de l'Afrique. Bon, se faire mutuellement confiance, ça veut dire que là, c'est entre les gouvernants et les gouvernés. Entre les gouvernants et les gouvernés, nous devons faire confiance dans nos institutions. Les institutions doivent également faire confiance aux différents acteurs qui constituent l'échiquier politique. Nous avons actuellement des discussions en cours par rapport à la CENI. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour le calendrier. On n'arrive pas. Il y en a qui exigent un dialogue inclusif alors qu'on avait refusé la concertation. Moi, je pense qu'il y a un effort à faire de la part de tout le monde. Il y a plus de suspicion entre nous. Il y a plus de... On ne se fait pas suffisamment confiance. Quand nous sommes allés aux concertations, on a été critiqués, on croyait qu'on partait là-bas pour aller gober tout ce qui allait être dit. Non, vous êtes journaliste, vous avez bien vu que nous avons eu le courage de relever tout ce qui ne va pas et de faire des propositions. Alors, ceux qui n'ont pas été à ces concertations, au lieu d'avoir le courage de les reconnaître, on continue à demander un autre dialogue. Ce n'est pas mauvais. Dans la vie d'un État, on peut dialoguer autant de fois qu'on veut. Ce n'est pas un gâchis. Ce n'est pas une perte de temps, c'est inutile. Si les gouvernants peuvent se donner un temps pour organiser ces forums et écouter les uns et les autres, c'est toujours nécessaire. Surtout lorsqu'il s'agit de matières comme un processus électoral. Le processus électoral doit avoir l'assentiment ou le consentement de tout le monde. Et je voudrais lancer un message particulier à l'abbé Malumalu. Un homme d'église doit être un rassembleur. Il ne doit pas diviser. Lorsqu'il y a division, il doit chercher à savoir pourquoi et il doit faire un effort pour aller vers ceux qui le contestent pour essayer de leur démontrer le contraire. Et ce n'est pas inutile, c'est ça l'humilité. Lui, il a été élevé dans cet esprit-là en tant que prêtre catholique. Il a appris à être humble. Il a appris l'humilité. Il doit faire un effort pour que cette contestation, si ce n'est pas vrai, qu'il leur donne des garanties. Et si c'est vrai qu'il doit promettre de corriger. Parce que vous dites que c'est de la responsabilité de CENI, tout ce qu'on fait, c'est la responsabilité. Mais si la CENI est contestée, moi si j'étais à sa place, je vous jure que j'aurais pu démissionner moi-même. Parce que avoir un homme de Dieu, être à la base des grands conflits dans un pays, ce n'est pas une bonne chose. Voilà ce que je peux trouver comme mot de la fin. Nous sommes un grand pays, nous devons nous aimer. Nous sommes un grand pays, nous devons être conscients de ça. Le Congo est un patrimoine commun à ceux qui gouvernent et à ceux qui ne gouvernent pas. Je pense que si nous tous nous pouvons faire un effort de compréhension, nous aurons un pays où il fait beau vivre. Merci beaucoup, Madame Catherine Zouzi Mbombo. Merci aussi à Innocent d'avoir participé activement à cette émission.
Elle vous sera diffusée sur les chaînes partenaires, mais surtout aussi sur Global. Je sais que Innocent sera là pour pouvoir y veiller et que vous suivrez cette émission aussi sur Internet. Vous lirez cette émission aussi dans Géopolis Hebdo. Mesdames et messieurs, en remerciant sincèrement Maman Zouzia Mbombo d'avoir accepté de nous recevoir chez elle, mais surtout de nous avoir donné aujourd'hui ce qui fait le socle d'une nation, la confiance entre nous-mêmes, mais surtout les projets. Si vous n'avez pas de projet pour vous-même, personne ne le fera pour vous. Vous êtes l'acteur principal de votre développement. Nous sommes les acteurs principaux du développement du Congo. Voilà les peu de leçons que j'ai comprises, mais qui sont très grandes pour la vie. Bonne fête d'indépendance, mais surtout aussi bonne fête pour nous-mêmes, nous en tant que peuple, nous en tant que nation. Au revoir et à la prochaine. Budu